Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo, alors un petit peu spéciale puisqu'elle va rentrer dans ma playlist consacrée aux actifs patrimoniaux. Donc il ne s'agit pas d'un point de marché, mais d'une vidéo qui se présente sous forme d'un cours pour vous présenter une des classes d'actifs prisées par les investisseurs et les gestionnaires de patrimoine, à savoir les actions. Donc, sans plus attendre, on va pas perdre de temps, donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Voilà, un petit rappel. Donc, l'objectif de cette playing list, c'est vraiment de parcourir, de décrire quasiment tous les actifs dans lesquels une personne qui cherche à conquérir sa liberté financière peut investir. Et évidemment, une des grandes classes d'actifs qui permet vraiment de booster un patrimoine, ce sont les actions. Alors, évidemment, en petite introduction, euh, pour rêver un petit peu, est-ce que c'est pas fantastique d'être propriétaire d'une entreprise et de ne jamais avoir à se présenter au travail? Imaginez-vous les pieds sur la table, contemplant l'essor de votre entreprise et encaissant les dividendes pendant que l'entreprise fait des bénéfices. Donc ce scénario peut sembler chimérique, mais il est plus proche de la réalité que vous ne le pensez. Évidemment, je fais référence entre guillemets, au scandale des super profits, hein, où pendant que les gens se serrent la ceinture, on a des entreprises qui font énormément de bénéfices, notamment sur l'énergie, et qui reversent des fameux super dividendes à leurs actionnaires. Donc évidemment, on fait référence ici aux actions. Alors cette classe d'actifs est assurément l'un des meilleurs outils créés pour s'enrichir. Les actions font partie intégrante et de pratiquement tout portefeuille d'une personne qui souhaite conquérir sa liberté financière. Pourquoi? Grâce à la mécanique des intérêts composés. C'est une des rares classes d'actifs où les intérêts, les performances d'une période vont permettre de se cumuler avec les performances des années futures. Les actions ont beau être très prisées, la plupart des personnes en ont une compréhension imparfaite. Et c'est d'ailleurs l'objectif justement de ce cours sur les actions, c'est justement de mettre fin à des idées préconçues et un petit peu de désacraliser, de démystifier cette classe d'actifs. Donc évidemment, qui n'a pas entendu parler pardon, du cousin à la Roger qui a fait une super affaire en investissant dans une société, et puis ben, évidemment qui est devenu millionnaire. Et puis à l'autre bout du spectre, qui n'a pas entendu parler des personnes qui ont investi l'épargne de toute une vie dans une action qui est supposée être géniale et qui malheureusement fait faillite. Donc évidemment, on a les deux extrêmes, hein. La personne qui devient très très riche parce qu'elle a misé au bon moment et celle qui se ruine. Mais ça, ce sont les extrêmes. En réalité, c'est pas en investissant dans les actions que vous allez devenir riche en quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et à l'inverse, pour le long terme, c'est quand même rare, si on investit correctement, de se ruiner parce qu'on investit dans les actions. Donc c'est pour cela que j'ai créé cette playing list, hein, et pour vous présenter les différents types d'actifs, à commencer par les actions. Mon objectif est de vous donner les connaissances de base dont vous avez besoin pour prendre vos décisions de placement. Donc on va commencer par expliquer ce qu'est une action. Ensuite, on va vraiment parcourir, hein, vraiment décrire ce que sont les différents types d'actionnariat, hein. Donc là, je vous décris le plan, hein. On commence évidemment par faire quelques éléments de comptabilité générale, parce que l'action est très liée à l'entreprise. On vous fait un schéma de ce que c'est une action. Je présenterai les différents types d'actionnariat. Ensuite, j'explique comment on peut profiter de la croissance d'une entreprise et de toucher les dividendes. Et enfin, on termine cette vidéo par quel support on peut utiliser pour investir dans les actions. Alors, première partie, donc on va présenter un petit peu des éléments de comptabilité générale, parce que évidemment, posséder une action, c'est posséder une partie
d'une entreprise. Alors, le bilan d'une entreprise, donc là, vous avez un exemple hein, d'entreprise. Le bilan, une entreprise, elle est composée d'un actif et d'un passif. Donc évidemment, l'action, en fait, être propriétaire d'une action, c'est en fait posséder ce carré rouge qui montre, en fait, qui donne un peu la vision de ce qu'est, en fait, de ce qu'est une action. Alors, on va commencer par décrire le passif. Alors, le passif se compose de de différents blocs. On a les capitaux propres. Donc, les capitaux propres, c'est la valorisation de l'entreprise qui est composée de fonds propres, donc c'est le capital. Alors, c'est l'argent qui est apporté initialement par les actionnaires fondateurs. Ensuite, vous avez les réserves légales. Donc, c'est le capital réglementaire que doit garder l'entreprise dans ses coffres pour se couvrir contre des incertitudes futures. Vous avez le résultat, qu'il s'agit du profit ou de la perte dégagée par l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Et enfin, vous avez le report à nouveau. Il s'agit de la part du résultat que l'entreprise souhaite accumuler dans ses coffres pour effectuer des investissements futurs ou pour pallier à de nouvelles incertitudes. La partie du résultat qui n'est pas affectée au report à nouveau est alors distribuée en dividendes aux actionnaires. Et donc, évidemment, la valeur de l'action d'une entreprise, elle est drivée en grande partie par l'évolution des capitaux propres, qui est notamment composé du résultat, parce que c'est le résultat de l'entreprise qui va sanctionner si l'entreprise elle a bien travaillé ou mal travaillé. Alors, toujours au passif, on a les dettes, c'est le deuxième gros bloc du passif. Il s'agit de la seconde grande partie constitutive du passif de l'entreprise. Alors, on a plusieurs types de dettes. On a les dettes financières, qu'il s'agit des dettes contractées auprès des établissements bancaires, à l'image de ce que font les particuliers. Vous avez les dettes dites obligataires, en général utilisées par les grandes entreprises qui peuvent émettre des dettes à destination des marchés financiers sous forme d'obligations. Donc j'aborderai les obligations dans une autre vidéo court de cette planning list. On a ensuite les dettes fournisseurs. Donc il s'agit des montants que doit payer l'entreprise à ses fournisseurs. Donc rappelons que l'objectif d'une entreprise consiste à transformer un produit A fourni par un fournisseur F en un produit B qui sera vendu à un client C, sachant évidemment que la valeur du produit B doit être supérieure à la valeur du produit A pour que l'entreprise puisse dégager une marge. On a ensuite les dettes sociales, ce sont les engagements qu'a l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, et les dettes fiscales, ce sont les dettes qu'a l'entreprise vis-à-vis de l'administration fiscale. Alors, on va passer maintenant à l'actif, hein, donc en face des passifs qu'a l'entreprise. Donc, les passifs, c'est finalement c'est l'argent que doit l'entreprise, donc à différents acteurs, hein, vous voyez, au fisc, aux salariés, aux fournisseurs, évidemment aux actionnaires, aux fondateurs, etc. Et là, on va avoir à côté l'actif. Donc, l'actif, ce sont, comme son nom l'indique, ce sont c'est l'argent dont dispose l'entreprise pour faire fonctionner son activité. Alors, on a ce qu'on appelle d'abord les immobilisations incorporelles. Donc, il s'agit essentiellement d'éléments tels que le fonds de commerce de l'entreprise, notamment le carnet d'adresse, le réseau de clients, etc., les brevets, les licences ou le goodwill. Alors, le goodwill, c'est la réputation de l'entreprise. Par exemple, imaginons que moi, je ne sais pas, je suis un génie, j'arrive à fabriquer une canette entre guillemets, de coca ou de pâte à tartiner. Tiens, prenons une pâte à tartiner, c'est peut-être plus simple, une pâte à tartiner qui est excellente, etc. Et je la propose à un client. Une personne salariée de Nutella propose un pot de pâte à tartiner avec la marque Nutella. Il y a de grandes chances pour que, à égalité de goût, la pâte à tartiner Nutella va gagner la confiance du consommateur, du client. Pourquoi? Parce que Nutella est une marque qui est installée depuis des décennies. Même quand j'étais petit, je connaissais la marque
Nutella. Donc c'est ce qu'on appelle le goodwill, c'est la réputation de l'entreprise. Ensuite, vous avez, en termes d'immobilisation, les immobilisations corporelles. Alors, il s'agit vraiment de l'outil de production de l'entreprise que l'on peut toucher, notamment les terrains, les bâtiments, les machines. On a aussi les immobilisations financières. Une entreprise, elle peut très très bien choisir, disons, pour dégager un résultat, placer une partie de son capital sur les marchés financiers, notamment les actions ou les obligations. Toujours dans la partie active, on a ce qu'on appelle les stocks. Donc il s'agit des produits, donc cette fois-ci des matières premières en particulier, que va utiliser l'entreprise pour fabriquer d'autres produits manufacturés à destination de ses clients. Toujours dans l'actif, les créances clients. Alors, je vous avais dit, dans la partie passif, l'entreprise elle a des dettes vis-à-vis de ses fournisseurs. Dans la partie actif, ce sont les clients qui ont une dette vis-à-vis de mon entreprise. Et donc, cette fois-ci, c'est l'argent que l'entreprise est en droit de demander à ses clients qui ont acheté ces produits, ce qu'on appelle les créances clients. Et enfin, dernière catégorie de l'actif, ce qu'on appelle les disponibilités, c'est la trésorerie liquide dont dispose l'entreprise. Donc voilà un petit peu la présentation des différents blocs de l'actif et du passif, et je termine par une règle fondamentale de la comptabilité générale. Par construction, quelle que soit l'entreprise, l'actif doit toujours être égal au passif. C'est donc le résultat de l'entreprise qui va servir de variable d'ajustement pour assurer cette égalité. C'est le seul bloc qui peut aussi à la fois être positif que négatif dans le bilan d'une entreprise. Dans le bilan d'une entreprise, tout est positif, vous n'avez que des chiffres positifs, sauf un élément du bilan qui est le résultat, qui lui peut être positif ou négatif. Si vous avez beaucoup plus d'actifs que de passifs, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a plus finalement de créances que de dettes, vous aurez un résultat au passif qui sera positif pour assurer l'égalité actif égale passif. À l'inverse, si vous avez plus de passifs que d'actifs, l'entreprise aura un résultat négatif au passif pour assurer l'égalité. Alors maintenant qu'on a décrit un petit peu le bilan, on a décrit schématiquement, ce n'est pas un cours de comptabilité, mais le détail du bilan d'une entreprise. Maintenant, on va passer à cette partie. Qu'est-ce qu'une action? Une action représente une fraction du capital d'une entreprise. Si vous détenez des actions, vous êtes propriétaire d'une partie de la société. Cela vous donne des droits, notamment celui de recevoir des dividendes si la société en distribue, et celui d'influer sur la politique générale de l'entreprise lors des assemblées générales d'actionnaires. Posséder une partie d'une entreprise, c'est donc posséder une partie de son actif et de son passif. Alors là, je détaille un petit peu, c'est un petit schéma. Donc là, vous avez l'image d'une entreprise, une entreprise industrielle, voilà, avec des étages, des locaux, etc. On peut diviser l'entreprise, là, vous voyez, en plein de petits carrés. Donc, je suppose qu'une entreprise a un capital social de 1 milliard d'euros, c'est la valeur de mon entreprise. On va la diviser en plein de petits morceaux que l'on va appeler les actions. Elle va se composer ici de 10 millions d'actions. Ce sont les tout petits carrés que vous voyez. Un investisseur possède une action, donc c'est le carré rouge que vous voyez ici. Et donc, la valeur comptable d'une action vaut 1 milliard divisé par le nombre d'actions. Donc, c'est le capital de l'entreprise divisé par le nombre d'actions, soit 100 euros l'action. Un investisseur qui va acheter une action pour 100 euros, donc d'une entreprise qui a au total 10 millions d'euros d'actions, c'est un peu comme si vous êtes copropriétaire d'un immeuble, vous êtes propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble. Là, vous avez le schéma d'une entreprise, c'est un peu comme si vous êtes propriétaire de ce tout petit carré rouge. En achetant une action, c'est comme si vous acquérez la propriété de ce petit carré rouge au milieu de tous ces petits carrés
qui constituent l'entreprise. Donc, une entreprise ayant une valeur qui se comptabilise en général en millions, voire en milliards d'euros, il est impossible pour un investisseur d'en posséder la totalité. Afin de déterminer le poids qu'a chaque investisseur dans la vie de l'entreprise, on va diviser sa valeur comptable, les capitaux propres, en parts appelées les actions. De ce fait, plus un investisseur possédera un grand nombre d'actions dans l'entreprise et plus son poids sera important. Et élément très important, le capitalisme repose en grande partie sur l'actionnariat. La vie des entreprises dans un système capitaliste repose sur la démocratie dans laquelle une voix égale une action. Dans une démocratie classique, comme par exemple la présidentielle en France, le principe c'est une voix égale une personne. Dans le monde des entreprises, dans un système capitaliste, une voix égale une action. Et on peut, par exemple, schématiser, alors aujourd'hui ça a un petit peu évolué, mais il y a de cela quelques décennies, il y a un siècle, en fait, quand vous achetez des actions, vous avez des titres comme ça, vous avez un espèce de billet, un billet, avec le nom de l'entreprise, la valeur à laquelle vous l'avez acheté, le nom du fondateur, l'adresse et même les signatures des fondateurs de l'entreprise. Une action, en réalité, c'est un titre de propriété. Alors, c'est plus difficile de l'imaginer maintenant parce qu'évidemment, on achète des actions souvent maintenant essentiellement par voie électronique. Donc, on a juste des lignes dans un ordinateur. Mais du temps de la crise de 1929, par exemple, pour avoir une action, vous allez à la banque, vous dites, je veux acheter, je sais pas, des 10 actions de la Standard Oil, donc c'était la plus grosse compagnie pétrolière du monde à l'époque. Donc déjà, on parlait de super profit. Donc vous achetez des actions de la Standard Oil et on va vous délivrer, donc vous donnez de l'argent et on vous donne des billets, des titres de propriété que vous mettez dans un portefeuille. C'est pour ça, encore aujourd'hui, on parle de gestion de portefeuille, gestion de patrimoine ou gestion de portefeuille financier. En fait, la terminologie remonte à il y a un siècle, parce qu'il y a un siècle, quand vous achetez des actions d'une entreprise, vous allez dans une banque et la banque vous donne des papiers que vous pouvez toucher, que vous mettez dans un portefeuille comme celui-ci. Vous voyez, vous prenez hop et vous mettez vos titres de propriété dans un portefeuille que vous pouvez mettre dans votre poche. C'est exactement pareil, sauf que c'est plus palpable qu'un billet de 20 euros. Posséder un billet de 20 euros, vous êtes propriétaire, sauf que vous n'êtes pas propriétaire d'une entreprise, vous êtes propriétaire partiel d'une dette que la société, donc l'État, vous doit. Lorsque j'ai un billet de 20 euros à la main, c'est comme si je disais aux gens, si je brandis un billet de 20 euros, attention, la société dans laquelle je vis, donc la France, me doit l'équivalent de 20 euros de dette. Donc posséder un billet de 20 euros, c'est posséder un titre de dette que la société me doit, que l'État me doit. C'est la même chose. Posséder une action, c'est être propriétaire d'une entreprise. Alors la grosse différence, et là on le verra sur le cours sur les obligations, la grosse différence, c'est que entre une action et une obligation, c'est que lorsque l'entreprise croît, elle fait des bénéfices, elle réussit, elle cartonne, la valeur de cette action que vous voyez, elle va augmenter. Alors qu'un titre de dette, en réalité, elle ne peut jamais augmenter. Alors, par contre, évidemment, il y a peu de chances que vous perdez votre titre de dette, votre billet de 20 euros. En fait, vous avez aucune, à moins de vous le faire voler, il est dans votre poche, il restera dans votre poche. Par contre, si jamais l'État fait des bénéfices, au moment, on a toujours un budget en déficit. Mais supposons que l'État se mette à produire vraiment de la richesse, votre billet de 20 euros, même ça, il ne peut pas augmenter. Il ne peut pas augmenter de valeur parce que, en fait, vous ne possédez pas des morceaux de l'État. Par rapport à l'État, vous ne pouvez posséder que des obligations de l'État.
Et posséder un billet de 20 euros, c'est quelque part posséder une obligation, alors une obligation court terme que vous pouvez échanger très très vite avec les commerçants, mais c'est comme si vous possédez une créance, une partie de la dette de l'État. Ça, c'est une grosse différence entre les obligations et les actions. C'est pour cela, pour faire un petit peu d'histoire, que lorsque les Allemands ont envahi la France en 1940, le franc s'est effondré, parce qu'évidemment, les Allemands ont mis la main sur l'État français. L'État français s'est littéralement effondré, hein, puisque le gouvernement s'est enfui à Vichy. Donc la monnaie, la valeur de la monnaie s'est effondrée. Donc les personnes qui avaient des billets, des francs à l'époque, avaient tout perdu, ça ne valait plus rien, ils ne pouvaient plus rien acheter avec. Par contre, au même moment, les personnes qui avaient des actions d'entreprises françaises, et a priori, fortiori des entreprises d'armement françaises, eux, se sont énormément enrichis. Pourquoi? Parce que les Allemands, évidemment, en occupant la France, leur objectif, ce n'était pas de raser la France, c'était de s'approprier l'appareil productif de la France. Et l'appareil productif d'un État, ce n'est pas l'État lui-même, mais ce sont les entreprises qui le composent. Et donc les personnes qui avaient, durant l'invasion allemande en France, qui avaient des actions d'entreprises françaises, se sont énormément, énormément enrichies. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre une obligation, notamment les obligations d'État, et les actions. Alors, quels sont les différents types d'actionnariat? Parce que souvent, on met les actionnaires un peu dans le même panier. En fait, il y a deux types d'actions. On a ce qu'on appelle les actions ordinaires. Donc, lorsqu'on parle d'actions, c'est généralement à ce type d'action qu'on fait référence. En fait, la majorité des actions émises le sont sous cette forme. Nous avons examiné les caractéristiques essentielles des actions ordinaires, donc dans la dernière section. Les actions ordinaires sont des titres de propriété de l'entreprise qui donnent droit à une partie des profits, donc les dividendes. Les investisseurs détiennent un vote par action pour élire les membres du conseil d'administration qui surveillent les grandes décisions prises par la direction. Donc, à long terme, les actions ordinaires procurent un rendement plus élevé que la plupart des autres investissements à cause de la croissance du capital. Ce rendement supérieur à un coût, les actions ordinaires comportent évidemment un risque plus élevé. Si la société fait faillite ou qu'elle est liquidée, les détenteurs d'actions ordinaires ne recevront pas d'argent avant que les créditeurs, les détenteurs d'obligations et les détenteurs d'actions privilégiées aient été remboursés. Donc, lorsque la situation va bien pour l'entreprise, les détenteurs d'actions ordinaires seront les premiers servis. Mais lorsque ça va mal, les personnes qui seront servies en priorité seront d'abord l'État, toujours, puis les salariés, puis les fournisseurs, puis les créanciers, les clients, et enfin, s'il reste de l'argent, les actionnaires. Et c'est pour cela, alors c'est pas du tout pour défendre, enfin pour critiquer quelque part les salariés d'entreprises qui font énormément de profits. Hein, quand vous avez des entreprises comme Total qui font beaucoup de profits et que vous avez les salariés qui veulent avoir de très grosses augmentations de salaire, qui veulent être payés comme les actionnaires, c'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que là, on parle effectivement, des entreprises comme Total ont profité de la guerre en Ukraine et de la hausse du prix des matières premières pour faire de l'argent et donc pour faire partager aux actionnaires les bénéfices réalisés. Mais donc tout le monde s'offusque parce que voilà, c'est pas juste que les salariés ils aient pas leur part du gâteau, mais ce que les gens oublient, c'est que Total était très très mal en point lorsque le pétrole est passé en territoire négatif après la crise du Covid. Et là, les salariés, eux, on leur demandait rien. Ils étaient tranquilles, ils étaient chez eux, ils étaient au chômage partiel, ils étaient payés par l'État finalement à être confinés, alors que les actionnaires, eux, ils se sont pris de plein fouet l'effondrement des prix du pétrole et l'effondrement des bénéfices des compagnies pétrolières. Donc c'est ça que c'est important de savoir, c'est que derrière la cerise sur le gâteau, hein, la partie immergée de l'iceberg, oui, Total, les compagnies pétrolières font énormément de profits grâce à la guerre en Ukraine,
Donc les actionnaires, évidemment, qui ont eu la patience d'avoir des actions depuis plusieurs années en profitent. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que quand ça va mal, bah, ce sont les actionnaires qui sont les premières variables d'ajustement, bien avant les salariés. Les salariés sont les plus protégés. Et on le voit ici, hein, vous pouvez aller dans le code juridique, hein, quand il y a un problème, quand l'entreprise ne peut plus continuer son activité, le premier qui se sert, c'est l'État, et ensuite vous avez les salariés. Les salariés sont très protégés. Et enfin, à la fin, ce sont les actionnaires. Donc voilà un petit peu pour les actions ordinaires. Donc ce sont en général les actions, le type d'actions dans lesquelles vous allez investir pour vous constituer et pour développer votre patrimoine. Et puis il y a un deuxième type d'actions, ce sont les actions privilégiées. Donc les actions privilégiées donnent un certain droit de propriété sur l'entreprise, mais ne procurent habituellement pas les mêmes droits de vote. Donc ça, cela varie en fonction de l'entreprise. Les détenteurs d'actions privilégiées jouissent généralement d'un dividende fixe garanti à perpétuité. Donc cela les distingue des détenteurs d'actions ordinaires dont le dividende est variable et n'est jamais garanti. Un autre avantage, c'est qu'en cas de liquidation, les détenteurs d'actions privilégiées sont remboursés avant les détenteurs d'actions ordinaires. Alors, les actions privilégiées peuvent également être rachetables. La société a alors la possibilité de racheter les titres aux actionnaires à tout moment et pour n'importe quelle raison. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la différence, c'est que quand vous avez des actions dites privilégiées, vous n'êtes pas nécessaire, vous n'avez pas toute la liberté dont vous pouvez jouir si vous avez des actions ordinaires. Donc certains même considèrent que les actions privilégiées sont davantage des titres de créance, donc qui se rapprochent des obligations, que de véritables actions. D'ailleurs, en général, en gestion des investissements, en gestion de patrimoine, lorsqu'on parle d'actions, de la classe d'actifs des actions, on fait référence aux actions dites ordinaires. Donc, ensuite, l'Assemblée générale, donc ça c'est un événement capital dans la vie de l'actionnaire. Les principales décisions pouvant affecter le détenteur d'une action sont en général prises au sein d'une assemblée générale qui réunit le conseil d'administration de l'entreprise, le comité de direction avec le PDG et bien évidemment les actionnaires. Et c'est au cours de l'assemblée générale que sont dévoilés et votés les résultats de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise pour les 12 prochains mois, voire les 5 prochaines années, les éventuelles augmentations du président directeur général et le montant du dividende versé aux actionnaires. Donc, posséder une action vous donne la possibilité de participer à la vie de l'entreprise au travers de ces assemblées générales. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le principal avantage des actions, ça consiste à profiter de la croissance d'une entreprise et percevoir des dividendes. Donc là, je vous donne un petit exemple. Alors, supposons qu'un investisseur ait acheté les 40 actions du CAC 40 au début de l'année 1988, donc il y a à peu près 35 ans. Donc l'action valait 1000 euros, on suppose que l'action valait 1000 euros. Ben, en fait, pendant 35 ans, l'actionnaire va recevoir un dividende moyen de 3,3% par an. Ce dividende, en fonction du type d'entreprise, sera versé soit sous forme de cash, soit sous forme d'actions acquises gratuitement. Plus, alors ça c'est la petite boutade, vous pouvez en tant qu'actionnaire percevoir des avantages en nature de l'entreprise, des avantages exceptionnels. Donc, par exemple, je connais quelqu'un qui est un fan de jeux vidéo, donc qui a acheté des actions d'une grosse entreprise de jeux vidéo et tous les ans, vu que c'était un actionnaire stable, fidèle, bah, il recevait des jeux vidéo chez lui sous forme de cartes, des jeux vidéo sur PC avec lesquels il pouvait jouer. Donc quelqu'un de passionné par les jeux vidéo qui a investi dans l'entreprise et il recevait, en même temps que ses dividendes, il recevait aussi des avantages en nature. Donc là, je vous donne un petit exemple. Donc ça, c'est vraiment le graphique, le graphique du CAC 40. Donc, un investisseur qui a investi 1000 euros dans les 40 actions
du CAC 40 au 1er janvier 1988 aurait perçu un dividende moyen de 3 euros par mois pendant 35 ans, soit 1260 euros au total. Donc imaginez, vous mettez 1000 euros en 88 sur le panier des actions du CAC 40. Au bout de 35 ans, rien qu'avec les dividendes, vous avez reçu 1260 euros au total. Donc vous avez reçu plus de dividendes en montant que le capital que vous avez initialement investi dans les actions du CAC 40. Et 35 ans après, vous pouvez, alors au moment où je fais ce cours, vous pouvez revendre vos titres que vous avez achetés à 1000 euros en 1988, vous pouvez les revendre avec une valeur aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, de 6278 euros. C'est dingue. Vous achetez 1000 euros, ok, c'était en 88, c'est il y a longtemps. 35 ans après, vous recevez sans rien faire des dividendes de 1260 euros. Donc vous recevez l'équivalent, enfin vous recevez même 20% de plus que ce que vous avez misé et vous pouvez revendre vos titres pour une valeur de plus de 6 fois supérieure au montant que vous avez investi. Et cerise sur le gâteau, encore mieux, si vous avez choisi de réinvestir les dividendes dans les actions achetées sans y toucher, les 1000 euros investis au 1er janvier 1988 auraient aujourd'hui une valeur de 18 307 euros, comme le montre le graphique ci-dessous, qui montre l'évolution du CAC 40 qui inclut le réinvestissement des dividendes. On appelle ça le CAC 40 Total Return. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, ok, il y a eu de l'inflation, mais vous mettez 1000 euros au 1er janvier 1988, 1000 euros. Aujourd'hui, vous avez 18 307 euros. Vous avez un capital qui a été multiplié par 18 en 35 ans. Donc, c'est énorme. Et c'est ce qui explique pourquoi des personnes comme Bernard Arnault, Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk ou Bill Gates arrivent à posséder à eux 5 un patrimoine équivalent à 25 millions, à celui de 25 millions de Français. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jeff Bezos, Bernard Arnault, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, vous pouvez les rassembler autour d'une table, 5 personnes, c'est une petite table. Ben, ces 5-là ont autant de patrimoine que 25 millions de Français, que 40% de la population française. Pourquoi? C'est que leur capital s'est construit en des décennies. Bernard Arnault n'est pas devenu riche en quelques semaines. Ce sont des personnes qui ont construit leur fortune en investissant, en réinvestissant. Donc quand ils gagnent de l'argent, plutôt que de tout consommer, ils réinvestissent soit dans l'économie, comme Warren Buffett, qui investit dans des projets des autres, soit dans leur propre business, comme Bernard Arnault avec LVMH, Jeff Bezos avec Amazon, ou Bill Gates avec même Microsoft, ou encore Elon Musk avec Tesla et SpaceX. Donc ça, c'est très, très important. C'est vraiment ce qu'on appelle les intérêts composés. Et ce n'est pas un hasard si Einstein dit que les intérêts composés, c'est vraiment une des grandes forces de l'univers, parce qu'évidemment, sur du très long terme, par capitalisation, vous pouvez à vous seul posséder une richesse qui est équivalente à celle accumulée par des millions de personnes grâce à ce mécanisme. Alors, pour finir sur ce cours sur les actions, quel support pour investir dans les actions? Alors, je vous avais dit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'investir dans les actions qu'il y a un siècle. Il y a un siècle, il fallait se rendre physiquement à la banque, faire la queue. On se souvient des images de la crise de 29, donc faire la queue soit pour acheter des actions, soit pour les revendre. Et puis, il fallait que le banquier vous amène les titres, etc. etc. C'était compliqué. Il y avait parfois des personnes qui voyageaient, qui faisaient 500 km en train à travers les États-Unis pour aller à la banque et acheter des actions. Aujourd'hui, on achète des actions essentiellement par quelques clics de souris, par voie informatique.
Alors, les différents supports qui vous permettent d'investir dans les actions. Alors, vous avez en un les plateformes de trading qui vous permettent d'avoir accès aux actions. Donc, de manière à vraiment, alors là, c'est très rapide. Hein, vous pouvez acheter et vendre des actions en quelques secondes. Donc, ça, c'est vraiment c'est vraiment le support d'investissement qui est le plus rapide à utiliser. Donc là, c'est vraiment à titre spéculatif. Hein. Ce n'est pas forcément à titre patrimonial. Ensuite, vous avez le compte titre qui est accessible directement avec votre compte courant. Vous avez les assurances vie qui vous permettent d'acheter des actions. Vous pouvez aussi acheter des actions, évidemment, via le plan d'épargne action. Également, via votre plan d'épargne entreprise, vous pouvez acheter des actions. Et enfin, pour constituer votre retraite, vous pouvez acheter des actions via un plan d'épargne retraite. Alors voilà, vous voyez, et moi, ce que je conseille, ce qui est intéressant, c'est d'acheter des actions en utilisant un maximum de ces supports d'investissement. Parce que vous vous doutez que chacun de ces supports d'investissement donne des avantages. Les plateformes de trading, on en reparlera, vous avez aucun frais d'entrée, aucun frais de sortie. Vous avez très peu de frais, c'est un des supports qui minimise les frais. Par contre, vous avez une fiscalité qui est maximale, vous payez énormément d'impôts et vous avez un gros risque parce que, évidemment, vous pouvez, en achetant et en vendant des titres très rapidement, vous pouvez perdre énormément. Vous pouvez gagner beaucoup aussi. Donc ça, c'est vraiment les plateformes de trading, c'est conseillé aux investisseurs vraiment avisés. Ensuite, vous avez le compte titre. Le compte titre, ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez souscrire directement via votre compte courant. Vous pouvez ouvrir très vite avec votre compte courant un compte titre dans lequel vous achetez des actions. L'inconvénient, c'est que vous avez une fiscalité qui n'est pas du tout avantageuse. Troisième support, l'assurance vie. Donc, ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est que vous pouvez construire un portefeuille d'actions via l'assurance vie. Et le gros avantage de cette classe de ce support, c'est que même si vous ne maîtrisez pas les actions, vous pouvez déléguer la gestion de votre portefeuille d'actions via une assurance vie par un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, un conseiller en gestion de patrimoine pourra gérer une assurance vie pour vous via et en investissant en votre nom sur des supports de type action. Ensuite, vous avez les plans d'épargne action. Donc là, c'est très intéressant sur le plan de la fiscalité parce qu'évidemment, au bout de 5 ans, vous n'avez aucune fiscalité. C'est peut-être le support d'investissement qui est le plus intéressant d'un point de vue fiscal pour investir dans les actions. Et là encore, l'avantage de ce support, le plan d'épargne action, c'est que vous pouvez aussi ouvrir un plan d'épargne action au travers via un conseiller en gestion de patrimoine qui peut vous ouvrir un plan d'épargne action et gérer ce portefeuille pour vous. Ensuite, vous avez le plan d'épargne entreprise. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que vous pouvez souvent acheter des actions avec une décote parce que vous êtes salarié de votre entreprise. Et enfin, le plan d'épargne retraite, où c'est très intéressant parce que vous pouvez acheter, investir dans les actions via le plan d'épargne retraite et vous déduisez en plus la somme que vous avez investie dans le plan d'épargne retraite, vous pouvez la déduire de votre revenu imposable. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous investissez dans les actions sur du très long terme. Le plan d'épargne retraite, vous êtes bloqué jusqu'à la retraite. Par contre, l'avantage, c'est que vous réduisez votre fiscalité aujourd'hui. Et comme vous investissez sur le très long terme, comme on l'a vu dans ce cours, sur 10, 15, 20, 30 ans, les actions cartonnent sur le très long terme, à condition évidemment de bien construire son portefeuille. Et là, l'avantage aussi du plan d'épargne retraite, c'est que vous pouvez déléguer, vous pouvez ouvrir un plan d'épargne retraite en votre nom via un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra gérer ce plan d'épargne retraite en votre nom. Donc vous pouvez soit en vous formant, et moi à travers ces cours, j'espère vraiment vous donner tous les outils pour vous débrouiller, vous pouvez soit le gérer vous-même, soit si vous n'avez pas la patience, vous pouvez déléguer ça à un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra piloter le plan d'épargne retraite en votre nom, évidemment, en vous informant de ce qu'il va faire, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour ce cours sur les marchés actions. Donc je vais faire
pas mal de cours, hein. C'est une nouvelle playlist que j'ai ouvert, hein, destinée aux actifs patrimoniaux. Donc j'espère que ce cours vous permet d'y voir un peu plus clair sur comment fonctionne une action, sur ce que c'est qu'une action. Et le principal objectif, c'est que à la fin de cette présentation, c'est que vous arrivez à mettre finalement à qualifier une action. Donc une action, c'est pas juste un truc qui monte et qui descend, mais derrière une action, en investissant dans une action, en fait, vous investissez dans un morceau d'entreprise. Vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise et d'une partie des sources de production, des facteurs de production de l'entreprise. Voilà, voilà un petit peu mes chers investisseurs CLF, cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à y mettre des commentaires, à la partager. Voilà, je vais essayer vraiment de faire un cours complet sur l'ensemble des classes d'actifs, hein. Voilà, c'est une grosse ambition. Alors, ça va mettre du temps, le temps que je fasse toutes mes vidéos, mais j'espère que à l'issue de cette vidéo, vous, vous avez pu apprendre certaines choses sur les marchés actions. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours sur une nouvelle classe d'actifs. Salut tout le monde!